Le 15 du mois de Barakhlo, 11 années déjà. Une date qui est restée à jamais gravée dans nos mémoires. Un matin mélancolique, un matin taciturne. Peur et désemparement se lisaient sur tous les visages. Le travailleur, le soumis, le responsable, l'homme élégant au discours éloquent, le digne aîné et premier héritier de son père s'en était allé, laissant derrière lui fils, petit-fils, talibé ou simple connaissance, bref, le monde entier en pleurs. Mais qui était Cheikh Al-Mustafa Bachir? Il a vu le jour le 21 janvier 1928 à Darussalam Kayel, issu de la sainte union de Sokhna Binta Diakhaté et de Serigne Bassirou ibn Cheikhul Khadim. Les premières syllabes de sa tablette, il les a lues grâce à son homonyme Cheikh Mohamedou Mustafa ibn Cheikhul Khadim. Ensuite, c'était respectivement auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lo, Serigne Ibra Binta Silla, son oncle maternel Serigne Mawlud Diakhaté, Serigne Abibou Mbacké, un des plus grands érudits maîtres en sciences religieuses du pays, pour enfin terminer auprès de son père, qui lui assura son éducation spirituelle à son image. Et rappelons que lui-même a été formé par Serigne Touba Cheikhul Khadim. Comme son père, Mame était assoiffé de connaissances. Il s'était même formé dans la langue de Molière, ce qui faisait de lui un homme moderne, qui traitait lui-même des courriers, lettres et tout autre dossier administratif. 41 ans dans le khalifa de Serigne Bassirou, Mame a marqué son avènement par le travail, seul le travail et encore le travail. Cheikh Al-Mustafa, le soumis. Juste après le décès de son père, il fit le serment d'allégeance, lui et toute la famille de feu Serigne Mohamed El-Bachir sous sa responsabilité, auprès de Serigne Fallou, khalife général à l'époque. Et puis ce fut le même rituel pour tous les autres khalifes de Serigne Touba qui ont suivi. En fait, Mame vouait un respect démesuré à la hiérarchie déjà établie dans la Mouridiya. Il donnait un sens en fait à ce ndigal qui est même le principal fondement de la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Il était le jawriñ prêt à appliquer tout ordre venant du khalife. En tout cas, toute personne sous sa responsabilité n'avait le droit de traîner à l'annonce d'un ndigal. Cheikh Al-Mustafa, le fils de ses pères. Il a toujours entretenu des rapports fluides avec les fils de Serigne Touba, à commencer par son propre père, Cheikh Mohamed El-Bachir. Il nourrissait un grand amour à son endroit, mais aussi lui vouait un respect hors pair. Il suffit de lire le livre entier en wolof qu'il a écrit sur lui pour en être convaincu. Serigne Fallou Mbacké n'en demeurait pas moins. Après que Mame finit son serment d'allégeance, il quitta son fauteuil pour le lui donner. Fauteuil qu'occupe toujours Serigne Moussa Nawel, son digne héritier. Sans oublier sa complicité avec Serigne Abdoul Ahad, qui était connu de tous. Il était son bras droit et dirigeait toute l'organisation du Grand Magal de Touba. Il était resté ce même confident et lieutenant durant l'avènement de Serigne Abdoul Khadr. Celui-ci lui consacrait chaque année des visites à Porokhane et à Typ. Serigne Salih Mbacké a lui aussi profité des services de Mame à l'occasion des travaux de Khelcom, mais aussi lors de la réfection de la résidence Serigne Touba de Colobane à Dakar. Et quant aux plus jeunes, à savoir Serigne Mourtala, leur relation dépassait celui d'un aîné et son cadet.
Cheikh Al-Mustafa le travailleur. Porokhane en est la preuve première. Une résidence dénommée Kër Mam Diara, où frères et fils de Serigne Touba possèdent des suites semblables à celles d'un hôtel 5 étoiles. L'internat coranique Mam Diara Bousso, qui forme des jeunes filles homonymes de la mère de Serigne Touba, des milliers de personnes à ses charges, un institut d'excellence organisé, reconnu par l'État et partout grâce à ses progrès jamais égalés dans l'enseignement du Coran et des sciences islamiques. À côté de ces réalisations à Porokhane se trouve la restitution de la résidence Cheikh Khadim de Touba, où il a construit le premier bâtiment. Aussi la construction de mosquées et maisons dans des régions du Sénégal. L'on se demande comment il faisait pour participer à la mise en œuvre des initiatives des khalifes généraux, pour subvenir aux besoins des personnes sous sa responsabilité, mais aussi pour financer tous les projets précités qu'il a eu à réaliser. En fait, Mam ne laissait aucune activité économique. À commencer par les cultures hivernales et maraîchères, l'embouche bovine, sans oublier l'exploitation forestière et le reboisement. De l'arachide, du mil, du maïs et du sésame dans les départements de Kaffrine, de Mbacké et de Nioro. D'ailleurs, il était l'un des plus grands producteurs de ces denrées au Sénégal. Le niébé à Louga, son expérience dans les cultures hivernales était incontestable. C'était sa manière de montrer aussi son patriotisme. Du riz à Rosso Béthio, où il demeure le riziculteur le plus régulier, gombo, oignons, arachides de bouche et aubergines amères. Enfin, les haricots verts, des choux et des tomates à poudre. Dans ces différentes localités où il était perçu comme l'ennemi venu récupérer les terres des habitants, il avait fini par être non seulement l'exemple à suivre, mais aussi le porte-parole de tout paysan auprès des autorités. Sa devise avait été « Je ne suis l'ennemi de personne, sinon l'ami de celui qui veut travailler ». Cheikh Al-Mustafa, le respectueux et le respecté. Ayant un sens élevé de la citoyenneté, il vouait un respect aux autorités étatiques ainsi que leurs symboles. Une manière pour lui de montrer aux populations l'importance de garder fortes et dignes nos institutions. Les différents présidents le lui rendaient bien, de Senghor qui le consultait sur de grandes décisions, en passant par Abdou Diouf qui l'a connu tandis que ce dernier travaillait encore dans le cabinet de Mamadou Dia, enfin Abdoulaye Wade qui avait fait de lui un grand partenaire dans le domaine agricole. Les différentes communautés rurales à sa possession, à savoir Darou Minam Saloum, Touba Saloum, Mboul, Tib, Boustan, Darou Salam Pakachar, Nasrou Tawfekh, Nawel, Kër Madiabel, entre autres, ne manquaient jamais de payer leurs taxes. Mam, parler de toi me prendrait des nuits et des nuits. En plus, ma plume s'alourdit. Aujourd'hui, tout ce que je voulais faire, en fait, c'était hurler mon mal. Je ne sais où me déverser puisque c'est ce même ressenti qui anime tout le monde. L'écriture guérit sans faire de bruit, dit-on. Voilà pourquoi j'ai pris ma plume. Tu nous manques tellement, Mam. Atrocement. Ce vide que tu as laissé est si énorme. Le sais-tu? Mam, quand je pense qu'à chaque fois que mon cœur est lourd, je me réfugie dans ton mausolée pour me confier. Certainement, je dois te fatiguer avec mes plaintes et lamentations. Parfois même anodines, j'avoue. C'est que je me sens écoutée dans ces moments-là. Je me sens comprise. Je me sens en paix à tes côtés, Wallah.
Mam, quand je pense que tes petites filles seraient à cette heure déjà mères de famille, dont leur mission la plus noble qui est la gestion de la famille, en ta présence, nous ne ferions pas ces erreurs, et mieux encore, nous serions loin des hommes aux mauvaises intentions. Nous serions toutes protégées. Mam Mustapha, je ne supporte plus le poids de ma plume, alors je m'en arrête là. Mam Mustapha, jàppal ni foo mën a nekk jamono yii wéetaay wi nga bàyyi sa ginnaaw foo ko natt rekk weesu na ko.